Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième vidéo concernant cette troisième semaine de confinement. Dans cette vidéo, nous allons commencer notre chapitre 6 d'histoire, intitulé Les modèles britanniques et son influence. Je vous annonce déjà que, une fois que vous allez trouver votre trace écrite de cours d'aujourd'hui sur École Directe, vous allez voir les vocabulaires de ce chapitre-là, et la semaine prochaine, lundi, nous réaliserons notre premier examen Google Form de vocabulaire du chapitre 5 au chapitre 6, comme c'était déjà prévu. Google Form, comme vous avez vu dans la vidéo tutoriel, ça sera plus ou moins comme ce qu'on fait sur Plickers, quand on fait des examens de vocabulaire. Alors, je vous convoque lundi prochain, ça sera le lundi 6 avril à 8h50. C'est normalement l'heure qu'on a histoire le lundi. Je vous enverrai les mails avec Google Form à 8h50. Je serai bien sûr avec vous à travers ma boîte mail au cas où vous trouverez un problème. Et je vous laisserai un temps précis pour réaliser cet examen de vocabulaire à travers Google Form. Ce temps-là, vous le verrez une fois que vous allez ouvrir votre examen. Sans plus, nous pouvons commencer notre chapitre 6, la première séance. Allez-y. Les modèles britanniques et son influence. La problématique pour ce chapitre est comment se construit les modèles politiques britanniques au XVIIe et XVIIIe siècle et comment s'est exprimée la diffusion de ces modèles. L'influence et l'importance de Louis XIV et l'absolutisme français, comme je vous avais annoncé dans le chapitre 5, aura une répercussion dans tous les royaumes d'Europe. En Espagne, cette influence aura un écho, une similitude avec les Habsbourg, Philippe II, et aussi l'instauration au fur et à mesure de l'absolutisme. En Italie, par exemple, et en Allemagne, ça sera très complexe, même si les princes allemands essayeront de montrer leur pouvoir et étendre leur pouvoir, comme le fera Louis XIV. Mais il faudra attendre l'unification d'Allemagne et d'Italie pour avoir encore la possibilité de créer une évolution jusqu'à un État moderne. Mais en Angleterre, avec un roi et une union territoriale, les envies de l'absolutisme auront une influence complètement différente et créeront un système unique. C'est le système anglais que nous allons travailler dans ce chapitre-là. À la différence des Français qui construisent un modèle politique absolutiste, au XVIe et XVIIe siècle, les Anglais limitent leur pouvoir de leurs souverains et mettent en place une monarchie limitée. Ce régime est remis en cause au XVIIIe siècle par le roi Stuart, qui tente d'établir une monarchie absolue d'après le modèle français. Cette tentative se solde par un échec et par la mise en place d'une monarchie parlementaire qui influence les philosophes de Lumière. Ces philosophes du XVIIIe siècle posent les fondements de la Révolution américaine et de la Révolution française de la fin du siècle. Les rois anglais arriveront au XVIe et XVIIe siècle dans une position complètement différente à celle que les rois français pourront vivre à ce moment-là. Le Moyen Âge anglais
comme nous allons étudier, aura un impact direct dans le contrôle du pouvoir de la noblesse face au roi. Si François Ier et Louis XIV ont arrivé à contrôler les nobles, en Angleterre, ça sera l'inverse. Comment les Anglais mettent-ils en place la monarchie constitutionnelle au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle et comment ces modèles politiques influencent-ils les philosophes des Lumières et conduisent-ils aux révolutions en Amérique et en France? Sans l'évolution de la monarchie anglaise et comment la société anglaise fera face à les essais de pouvoir absolu de Stuart, nous ne pouvons pas comprendre les révolutions américaines françaises. De ce fait, cette influence sera majeure. Ils vont jouer un rôle majeur dans ces deux grandes révolutions du XIXe siècle. Je vous fais encore référence à ces modèles britanniques et son influence sur les Lumières que vous trouverez dans les pages 206 et 207. Cette deuxième partie de ce chapitre, la naissance des États-Unis, que vous trouverez sur la page 220-221 du livre. Ça va être le corpus de notre chapitre. Et là, vous trouverez le vocabulaire. Ce vocabulaire, comme je vous avais dit dans l'introduction, que la semaine prochaine, lundi, nous ferons l'examen à travers Google Forms avec le vocabulaire du chapitre 5. Le vocabulaire comme les anglicans, les puritains, les tories, les whigs. Qu'est-ce que c'est une monarchie parlementaire? Un doc. C'est pas un pantalon, hein? Les Lumières, les suffrages censitaires, les habeas corpus, les vétos royaux, les patriotes ou les insurgés. C'est pas non plus le film, hein? Un amendement, une république fédérale, une confédération et l'isolationnisme. C'est en ce la construction du modèle politique britannique au XVIIe siècle. Comment le modèle politique anglais a-t-il été construit? Cette problématique sera celle de la première séance. Vers 1660, l'Angleterre est peuplée d'environ 5 millions d'habitants. La France, à un moment, comptait 22 millions d'habitants. L'Angleterre possède l'Irlande et, depuis le début du siècle, son roi, qui appartient à la dynastie des Stuarts, est aussi celui de l'Écosse. À la différence du roi de France, le roi d'Angleterre ne gouverne pas un roi absolu. Son pouvoir est limité par un parlement, formé de deux chambres. La Chambre des communes, élue au suffrage censitaire, et la Chambre des lords. Le roi ne peut pas lever un impôt sans l'accord du Parlement, qui représente le peuple. Le Parlement vote aussi les lois, appelées bills, mais le roi peut lui mettre un veto. La religion de l'État est l'anglicanisme. Comme nous avons vu, les Anglais sont majoritairement anglicans, mais il y a d'autres protestants, et aussi les puritains, et les catholiques. Les tensions sont très fortes entre l'Église anglicane et ses minorités religieuses. Nous pouvons voir dans cette première image, au milieu du XVIIe siècle en Angleterre, les grandes différences avec la France. D'abord, 4 fois moins de personnes, mais déjà, le roi
de la dynastie Stuart arrivait à contrôler l'Écosse et l'Irlande. Mais son pouvoir est complètement différent. Cette capacité de gouverner sans vraiment avoir le pouvoir sera la base de la monarchie parlementaire et de ce système anglais au XVIIe et au XVIIIe siècle. La construction du modèle politique anglais, la monarchie représentative, suit plusieurs étapes. Instauré au XIIe siècle, le principe de King in Parliament est remis en question par les Stuarts. Il réinstaure la monarchie au XVIIe siècle. Les tensions entre le roi et le Parlement sont vives jusqu'à l'instauration du Bill of Rights. La monarchie représentative est alors bien installée. Vous voyez comment il y a différentes sources de tensions. D'abord, l'influence française et l'envie du roi anglais à devenir et avoir un pouvoir absolu, et les tensions religieuses dues à la coexistence de plusieurs religions en Angleterre, toutes basées dans la religion chrétienne, mais avec les anglicains, les puritains et les catholiques, aussi les protestants, qui sont les puritains. Tout cela fera une évolution et une façon de devenir l'État anglais très particulière. Premier point de cette séance 1, le système politique anglais. La référence au document, c'est le document 4 de la page 197. Quelles sont les différences entre les systèmes anglais et français? Vous avez ici le document. D'abord, vous l'analysez. Et la première chose que vous pouvez voir de ce système anglais, c'est qu'il y a une différence dans les pouvoirs. L'exécutif et le législatif sont différents. L'exécutif qui fait appliquer les lois est créé par les rois et les ministres. Et le législatif, c'est celui qui vote les lois et les impôts, c'est le Parlement qui le fait. Mais ce Parlement, il est créé par qui? C'est le peuple, évidemment avec un suffrage censitaire, car ce n'est pas tout le monde qui avait le droit de voter, seulement les propriétaires et bourgeois, qui pouvaient choisir une partie du Parlement, la Chambre des communes. Le Parlement aussi, il est créé par la Chambre de Lords. Par contre, les Lords, c'est seulement par hérédité ou nommé par le roi. Le texte fondamental à l'origine de la limitation du pouvoir royal est la Grande Charte ou la Magna Carta, signée en 1215 par le roi Jean sans Terre. La Grande Charte donne un pouvoir important au Parlement, car le Parlement vote des lois, les bills, et le Parlement valide les impôts. Ces contrôles et le fait que le roi a un pouvoir limité, ça vient en fait du XIIIe siècle déjà, en Angleterre. Vous vous souvenez bien, comme nous avons vu dans le chapitre 5, aussi un document qui montrait de quelle façon le roi absolu français avait la main et le contrôle sur toutes les instances. C'est un système pyramidal. Ici, vous voyez comme le roi a un pouvoir beaucoup plus limité. Le principe de King in Parliament, le système qu'on vient de voir avec les deux chambres, est un texte fondamental
qui limite le pouvoir du roi. Il vient du XIIIe siècle, comme je vous ai dit. Il est remis en question par les histoires, ce qui mène à la première révolution anglaise et à l'instauration du Commonwealth. Depuis le XIIIe siècle, les souverains britanniques gouvernent avec le Parlement, composé de 2 chambres. C'est ce qu'on appelle le principe du King in Parliament. Le pouvoir du roi est limité. Deuxième point de cette première séance, la première révolution anglaise, 1642-1649, et le Commonwealth. Pour travailler ces points, nous allons étudier le document 3 de la page 196 et le document 6 de la page 197. Au XVIIe siècle, la dynastie des Stuarts remet en cause le principe du King in Parliament. Elle veut restaurer une monarchie absolue. Voilà le document que je vous propose. La tentation de l'absolutisme. Gilbert Brunet dresse le portrait de Charles II. Il ne se regarde pas comme roi, disait-il, tant que des individus réunis en assemblée s'occupèrent de ses affaires et épluchèrent ses comptes et les actes de ses ministres. Lorsqu'il parlait sans contrainte, il ne pouvait s'empêcher de se prononcer contre la liberté que s'est donnée tout le monde d'examiner les matières de la religion. Car de l'examen des matières religieuses, on passe à celle des matières politiques. Ces observations sur le gouvernement de France l'avaient amené à ce sentiment qu'un roi dont la puissance était limitée et dont les ministres étaient responsables devant un parlement n'était roi que de nom. Dès son ascension au trône d'Angleterre en 1603, Jacques Ier souhaite installer une monarchie absolue de droit divin. Il rentre rapidement en conflit avec le Parlement, qui renvoie en 1610, puis en 1614. C'est l'épisode du Labde Parlement. Le roi gouverne sans Parlement jusqu'en 1622. Son fils, Charles Ier, monte sur le trône en 1625. Il rentre en conflit avec le Parlement sur des questions financières et politiques. Pour résoudre ces problèmes financiers, il impose des augmentations d'impôts sans informer le Parlement qu'il finit même par dissoudre. Il refuse son soutien aux princes protestants d'Europe continentale alors que le Parlement les pousse à le soutenir. En 1625, il épouse Henriette Marie de France, princesse française catholique contre l'avis du Parlement. Vous voyez comment l'évolution de l'avis entre le roi et le Parlement devient très complexe. Les rois vont essayer au fur et à mesure de renvoyer le Parlement, ne pas le convoquer et ne pas faire attention à ce qu'ils disent. Les charges et les impôts seront aussi un point fondamental. Vous l'avez vu, comme dans le chapitre 5, les rois français pouvaient monter ces impôts pour financer les guerres, par exemple, en Europe, très nombreuses, pour fortifier son pouvoir. Et ici, le roi d'Angleterre va être toujours contraint de devoir avoir ces accords de parlement. N'oubliez pas, un parlement qui va être créé aussi par des nobles qui ne veulent pas être imposés, les lords. Et on voit aussi, comme dans cet acte de Charles Ier en 1625,
le mariage avec une princesse française catholique, comme la religion, l'anglicanisme et le catholicisme auront une influence majeure dans le déroulement de cette vie d'ensemble entre le Parlement et le roi. Je vous montre ces questions-là. Quel problème est ici évoqué par rapport au pouvoir du roi? Quelles peuvent être les conséquences? Quelle solution est apportée par le Parlement? Quelles sont ses caractéristiques? Et quel est le but de ces textes de loi? Je vous laisse recopier ces questions et répondre à travers les documents qu'on vient de lire et les documents numéro 6, l'habeas corpus. Je vous laisse encore les questions. On passe à l'analyse dans quelques minutes. Quel est le problème qui s'y évoque par rapport au pouvoir du roi? Vous voyez, l'habeas corpus empêche l'emprisonnement arbitraire. Le problème évoqué, c'est que le roi pouvait emprisonner les personnes qui ne lui convenaient pas de façon arbitraire, sans avoir vraiment savoir s'ils étaient coupables ou pas, s'ils avaient vraiment fait quelque chose ou pas, seulement parce que lui, il avait envie de l'emprisonner, il le faisait. Quelles sont ses conséquences? C'est une dérive absolutiste, car un pouvoir absolu ne doit pas rendre compte à personne, ni les tribunaux, ni la justice. Vous le savez bien, le roi absolutiste français choisissait les juges, donc il avait le pouvoir sur eux. Quelle solution va apporter le Parlement? La création de l'habeas corpus. Quelles sont ses caractéristiques? Comme le texte dit, avant d'emprisonner quelqu'un, et même de la détention, on doit communiquer les lois et les droits aux prisonniers. On le fait encore aujourd'hui. On le voit dans chaque film, surtout en Amérique. Chaque fois qu'on va choper un méchant, on le dit, vous avez le droit d'appeler un avocat, si vous dites quelque chose, peut être utilisé contre vous. Ça, c'est le principe de l'habeas corpus. Il faut dire ces phrases avant de pouvoir emprisonner ou même la détention de quelqu'un. Et quel est le but de ces textes de loi? C'est surtout pouvoir contrôler les pouvoirs du roi et éviter cette dérive absolutiste. Charles II, qui se montre favorable au catholicisme, se heurte rapidement au Parlement, composé majoritairement d'anglicans. En 1672, le roi cherche à suspendre les lois pénales contre les catholiques à travers une déclaration d'indulgence. Le Parlement réplique au roi en votant les billes du test qui interdit aux catholiques d'accéder aux fonctions publiques. Les parlementaires se méfient de Charles II qui, à tout moment, peut le faire emprisonner. Et c'est pour cela qu'en 1679, il vote la loi de l'habeas corpus. Ce texte protège ces sujets anglais. Il stipule que toute personne arrêtée doit être présentée à un juge. Seul le juge peut décider du maintien et détention d'un individu et de sa traduction devant la justice. Petite piqûre de rappel, en France, le roi dispose de la lettre du cachet qui lui permet d'enfermer qu'il veut sans préciser le motif et sans passer par un tribunal. Les tensions s'aggravent et le Parlement et le roi. Finalement, le Parlement décide de renverser la loi en 1688. Encore une fois, vous voyez comment, de façon très profonde, la religion et les croyances vont être comme le problème source
de l'évolution politique. Charles II, fils de Charles Ier, favorable au catholicisme, tandis que le Parlement était majoritairement anglican. Les parlementaires, pour se protéger, car le roi est contre l'anglicanisme et aussi contre ses contrôles, vont créer la guerre Corpus. Les tensions vont s'aggraver tellement que le roi sera renversé en 1688 par Cromwell. Les tensions entre les Stuarts et le Parlement dégénèrent vite en guerre civile et débouchent sur la première révolution anglaise entre 1642 et 1649. Le roi, Charles II, que vous voyez ici dans l'image, sera exécuté. Un nouveau régime est alors mis en place, le Commonwealth. C'est la fin provisoire de la monarchie en Angleterre. La première révolution anglaise oppose les troupes fidèles au roi, l'armée parlementaire, la New Model Army, avec à sa tête Oliver Cromwell. Le conflit s'éternise et le roi est finalement fait prisonnier en 1646. Jugé pour haute trahison, il est exécuté en 1649. Cette révolution anglaise marque un tournant majeur dans l'histoire du royaume. Elle met fin provisoirement à la monarchie. Un nouveau régime mis en place, la Commonwealth, dirigée par Cromwell. Il s'agit d'une république dirigée par un conseil d'État constitué de 41 membres. Le pouvoir exécutif sera confié au Conseil d'État et au Parlement, et l'armée a une influence très importante dans cette république. Nous allons maintenant travailler le document 3, de la page 198. Vous devez le présenter, dire quels sont les problèmes qui réapparaissent avec Jacques II, pourquoi les députés font-ils appel à Guillaume d'Orange, et que fait le roi Jacques II, et pourquoi il le fait. Une fois que vous avez entendu déjà cette évolution jusqu'à la Commonwealth, en travaillant ces documents, on va pouvoir approfondir dans les causes et les conséquences. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre aux questions. Une fois que vous avez présenté ces documents, comme ce texte de mémoire du comte de Forbin, que c'est un officier de la marine française entre 1656 et 1733, nous voyons les problèmes qui réapparaissent avec Jacques II. Car, encore, c'est un problème entre la religion protestante, les puritains, et les catholiques. Pourquoi les députés font-ils appel à Guillaume d'Orange, ce prince hollandais, puisque Guillaume III d'Orange, il va écouter la proposition et il va dire depuis le début, si j'arrive avec le pouvoir et avec mon armée, je vais respecter votre religion. C'est pour cela que l'inscription de Guillaume sera pour la religion et pour la liberté. Vous voyez encore une fois comme cette lutte des religions sera la source de l'évolution et des problèmes dans la monarchie anglaise. Et qu'est-ce qu'il va faire, le roi Jacques II? Comme le texte nous dit, en ne voyant plus de sûreté pour personne, céda à l'orage et se passa en France. Il s'en va en France. Pourquoi? Parce qu'en France, catholique, il pouvait défendre ce roi des croyances catholiques. Cette glorieuse révolution sera aussi un des effets majeurs et des moments marquants dans l'histoire du XVIIe siècle en Angleterre.
Je vous propose ensuite le document 6 de la page 199 et deux questions. Qui voit son pouvoir être renforcé avec ces textes et pourquoi? Et pourquoi Guillaume III accepte-t-il ces textes? Je vous laisse un instant pour lire et répondre aux questions à travers le document 6 de la page 199. Charles II n'a pas d'héritier et le trône pourrait revenir au duc de York qui était catholique. Cela crée des tensions entre le roi et le parlement. Le duc de York monte effectivement sur le trône en 1685, à la mort de son frère, sous le nom de Jacques II. En 1688, il impose une déclaration d'indulgence qui permet aux catholiques d'exercer librement leur culte. De plus, il fait baptiser son fils dans la religion catholique. Le Parlement décide alors de renverser le roi. Cette glorieuse révolution et les Bill of Rights qu'on est en train de travailler auront lieu entre 1688 et 1689. Les parlementaires prennent peur de la montée de Jacques II au pouvoir et se mettent d'accord pour le remplacer par un prince protestant, Guillaume d'Orange, époux de Marie Stuart, la fille de Jacques II. En novembre 1688, Guillaume débarque en Angleterre avec une petite armée, alors que Jacques II, surpris et sans soutien, s'enfuit en France. C'est la glorieuse révolution. En février 1689, le Parlement proclame roi Guillaume III d'Orange et reine Marie, mais les souverains ont dû accepter auparavant les Bill of Rights, la déclaration des droits, qui renforce les droits du Parlement et accorde de nouvelles libertés individuelles. Le Bill of Rights est prolongé par l'adoption d'une loi établissant la liberté de la presse en 1695, donc la liberté d'expression. Cette loi permet la publication des débats parlementaires. Guillaume III, pour pouvoir être accepté et arriver au pouvoir, devait écouter le Parlement et, en quelque sorte, finir avec le problème entre un roi catholique et un Parlement protestant. D'ailleurs, ce Bill of Rights va semer la première idée des libertés de la presse. Cela, c'est une avancée majeure avec une influence très importante dans les révolutions à venir, même si ce sera 80 ans après, comme la révolution française et l'américaine. Troisième et dernier point de cette première séance, approfondissement du modèle. Une fois que la glorieuse révolution et les Bill of Rights ont eu lieu, le régime politique évolue vers une monarchie parlementaire. Le roi ou la reine choisit de plus en plus souvent les ministres dans le parti majoritaire à la Chambre des communes. Le Parlement oblige le roi à les convoquer chaque année et décider que les élections aux communes auront lieu tous les 3 ans. Enfin, les souverains prennent l'habitude de ne plus mettre leur veto aux lois votées par les chambres. La liberté de presse, proclamée en 1695, permet de donner une publicité au débat à la Chambre et à chaque parti de faire connaître ses opinions.
le Parlement montre sa nouvelle autorité par deux grandes lois. En 1701, il vote l'acte d'établissement qui décide que le trône d'Angleterre ne sera plus jamais occupé par un souverain catholique. Et en 1707, l'acte d'union rassemble l'Angleterre et l'Écosse dans un seul État, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne. Avec un seul Parlement, le nouveau royaume comprend environ 7 millions d'habitants. Voici cet article de l'Union qui sera une de ces deux grandes lois votées par le Parlement en 1707. Je vous montre par la suite les documents 3, 4, 5 de la page 203 pour pouvoir approfondir l'essor colonial et commercial anglais. Au XVIIe siècle, l'Angleterre se constitue progressivement un empire colonial. En 1714, elle possède des comptoirs en Inde, des îles dans les Antilles, à Jamaïque surtout, et 12 colonies échelonnées sur la côte de l'Amérique du Nord. Le commerce maritime britannique se développe très rapidement après 1670. Les marchands anglais vont chercher des produits tropicaux dans les colonies, sucre, tabac, coton, qui redistribuent ensuite en Europe. Cette possibilité de développer son commerce et son essor colonial sera aussi due au fait que, une fois que le royaume d'Angleterre sera uni, pourront battre enfin l'Espagne après la guerre de succession. Dans cette guerre, l'Espagne, le roi espagnol Habsbourg, qui n'avait pas d'héritier, mourra et les Anglais et les Français vont se battre pour savoir quel roi peut être dans le trône. Il va y avoir aussi les Habsbourg qui vont jouer un rôle important dans ces guerres. Pour arriver à la paix, ils vont signer les traités d'Utrecht. Dans les traités d'Utrecht, l'Angleterre pourra s'emparer de Gibraltar, de Minorque, en Espagne, et qui passeront sous contrôle britannique. En Terre-Neuve aussi, ils vont s'accaparer de la baie de Hudson, qui seront abandonnés par les Français, puisque sera le petit-fils de Louis XIV, en Bourbon, qui pourra accéder au trône espagnol. Londres trouvera alors la voie ouverte pour développer le commerce maritime. Vous voyez dans le document comment il y aura le monopole de la traite de noir dans l'empire colonial espagnol. Après ces deux guerres de succession, ça sera aussi une des caractéristiques que les Anglais pourront s'accaparer. Cette cession de Gibraltar, un point le plus important pour le contrôle de l'entrée dans la Méditerranée, et de Minorque, une des îles dans les Baléares. Et ces privilèges de vaisseaux de permission qui permettent à l'Angleterre d'envoyer un navire de 500 tonneaux dans la colonie espagnole. Tout cela, c'est les caractéristiques et les points positifs que l'Angleterre arrivera à en tirer de l'Espagne pour laisser qu'un roi français soit dans le trône espagnol. Et la France aussi va devoir laisser des privilèges aux Anglais. Les îles Terre-Neuve, Saint-Pierre de Miquelon, l'île Saint-Christophe,
et les territoires cédés, Acadie au Canada et cette baie de Hudson. Tout ça, ça sera nécessaire pour la fin de la guerre de succession en Espagne. Londres assure les 3/4 du commerce extérieur de l'Angleterre. On y trouve la Banque d'Angleterre, fondée en 1694, la bourse, les sociétés de commerce, les compagnies d'assurance maritime. Londres atteint 575 000 habitants en 1700 et écrase les autres villes par sa taille. Les négociants, grands marchands, les armateurs, les financiers essentiellement localisés à Londres sont de plus en plus nombreux. Dans la capitale, toute une société d'employés et des ouvriers gravite autour de nouvelles activités liées au commerce. Comme vous voyez ici, ces documents, les docks du port de Londres. Londres réalisera 80% des importations anglaises et 70% des exportations. Là, nous sommes en train de voir comment le pouvoir de l'Europe est en train de basculer. La France paiera un prix fort pour pouvoir gouverner, pour pouvoir qu'un Bourbon soit dans le trône espagnol. Et évidemment, l'Espagne ne sera plus l'empire qui a vécu et qui a gouverné et qui a régné dans le XVIe siècle, après la mort de ce dernier Habsbourg sans héritier. Voilà notre première séance de ce chapitre 6. Nous continuerons la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi, avec cet examen à 8h50. Je vous enverrai les mails pour pouvoir réaliser votre Google Form en QCM de vocabulaire du chapitre 5 et chapitre 6. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.